Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour le 15e jour de la vente du métronome. Ça passe super vite. Et comme cette vidéo risque d'être hyper longue, on ne va pas perdre de temps. Je vais ouvrir la bougie du jour et la faire brûler tout au long de cette vidéo qui, je pense, va durer un bon moment comme je viens de vous dire. Puisqu'aujourd'hui, on va s'intéresser aux lectures que j'ai fait pendant le challenge Babelio. Je viens de défoncer mon calendrier de l'Avent. C'est un carnage. Je sais pas, d'habitude ça se déchire super bien. C'est prédécoupé et c'est nickel. Et là j'ai embarqué la moitié de mon calendrier. Alors c'est parfum... écrivez plus petit encore la prochaine fois. Cerisier en fleurs. Ça sent presque rien. Alors là, c'est même pas de la discrétion, c'est... Je pense que c'est la fragrance la plus légère que j'ai eue depuis le début. Moi qui d'habitude sens déjà pas grand chose quand ça brûle, là je pense que je vais pas du tout voir la différence avec et sans la bougie. Voilà qui est fait pour notre petite ambiance cosy. Et donc comme je vous le disais, on va revenir aujourd'hui sur toutes les lectures que j'ai pu faire pour mon challenge Babelio édition 2024. Si vous êtes arrivé récemment sur la chaîne, vous vous demandez très certainement qu'est-ce que c'est que ce challenge Babelio. C'est très simple, c'est un challenge que je me crée moi-même. Oui, vous avez bien entendu, je me lance moi-même un challenge pour lire les lectures qui ont été sélectionnées dans le cadre du prix Babelio 2024. Il y a 10 catégories différentes et pour chaque catégorie, il y a 10 romans ou 10 titres sélectionnés. Si je me souviens bien, la sélection est dévoilée courant mai et on a quelques semaines pour voter avant que les résultats soient annoncés et qu'il y ait un prix décerné pour un titre dans chaque catégorie. Donc on y retrouve les catégories littérature française, littérature étrangère, polar et thriller, BD, manga, jeunesse, roman d'amour, imaginaire, non-fiction, je crois que j'ai tout cité. Et donc depuis quelques années, je me lance ce fameux petit challenge de lire les titres qui ont reçu le prix de l'année. Et en général, j'en profite aussi pour lire quelques titres de la sélection, donc qui ont été sélectionnés mais qui n'ont pas gagné le prix, parce qu'ils me tentent ou parce que je viens de les découvrir dans la sélection et que je me dis qu'ils ont quand même un gros potentiel coup de cœur. Et à chaque fois, je fais de belles découvertes. Donc je continue ce challenge, sauf que cette fois-ci, c'est parti en cacahuète. J'ai commencé mes lectures pour ce challenge Babelio en mai, juin, je sais plus exactement, j'ai pas envie d'aller vérifier parce que ça va m'agacer. Et j'ai terminé la dernière lecture début décembre. Donc ça m'a pris une grosse partie de l'année pour venir à bout de ce challenge parce que j'ai abusé. J'ai mis, je crois, une trentaine de titres à lire dans ce challenge. D'ailleurs, avant de commencer, je voudrais faire un point sur ce challenge version statistique, puisque sur les 100 livres de la sélection du prix Babelio pour 2024, j'ai lu 24 titres, plus un qui était obligatoire pour moi puisqu'il y avait un tome 2 dans cette sélection. Donc vous le voyez à l'écran, pour ce challenge, j'ai lu 8 genres différents. Et celui qui a pris le plus de place, c'est le genre imaginaire, puisque 25% de mes lectures étaient de ce genre-là. Ensuite vient la littérature étrangère avec 20,8%. Puis polar et thriller, un petit peu plus de 16%. Et ensuite ça se vaut, à chaque fois c'est un petit peu la même chose, donc j'ai lu la même quantité. Je crois que c'était 2 titres à chaque fois. Il y a eu 2 titres de littérature française, 2 de BD, 2 en jeune adulte et 2 en roman d'amour. Et enfin le dernier petit secteur de ce camembert, c'est la non-fiction, il y a eu 1 titre. En termes de nombre de pages, c'est toujours l'imaginaire qui est en numéro 1 puisque j'ai lu plus de 4000 pages de ce genre. Et de nouveau vient la littérature étrangère avec 2332 pages. Puis polar et thriller avec 1672 pages. Les romans jeunes adultes avec 768 pages. Littérature française avec 718 pages. Les romans d'amour avec 674 pages, la non-fiction avec 544 pages et enfin les BD avec 352 pages. Donc on voit que ça se vaut, le trio de tête, ça reste l'imaginaire, suivi de la littérature étrangère et enfin le genre polar et thriller. Et quant au format de mes lectures, sans surprise, j'ai lu énormément de livres en version papier, c'était 76% de mes lectures. Il y a eu 16% de livres audio, ce qui revient à 4 livres audio, et 8% en numérique, en e-book, et c'était 2 titres. Ici j'ai fait ce ratio en nombre de titres lus, mais pas en nombre de pages. Si ça avait été en nombre de pages, je pense que ça aurait été pas mal différent, parce que sur mes lectures audio, il y avait des sacrés pavés,
Et les 2 titres que j'ai lus en numérique étaient aussi des pavés monstrueux des familles. Et enfin, dernière chose à savoir sur ces 24 titres lus de la sélection, ou 25 si on compte le tome 1 que j'ai dû lire pour comprendre le tome 2 qui était dans la sélection. Bref, sur tous ces titres-là, il y a eu 2 abandons, dont un qui m'a carrément pris par surprise. Et on démarre tout de suite avec la première catégorie qui était littérature française. Et le titre qui a remporté cette catégorie, c'est 5 cœurs en sursis de Laure Manel. Il y avait aussi en compétition Le Murmure, À quoi songe-t-il ceux que le sommeil fuit, La double vie de Dina Miller, Rousse, Du même bois, L'inconnu du portrait, Stella et l'Amérique, Les cœurs silencieux et Poussière blonde. Pour cette catégorie, j'ai choisi de lire uniquement 2 titres, enfin non, plutôt un, puisque j'avais choisi de lire L'inconnu du portrait de Camille de Peretti. C'était, à vrai dire, le seul qui me tentait de cette sélection, et j'ai lu évidemment le prix Babelio de cette année, qui était donc 5 cœurs en sursis. Et je dois vous avouer que j'ai lu L'inconnu du portrait il y a pas mal de temps, c'était une des premières lectures de ce challenge, et je n'en retiens pas grand chose. Je suis un petit peu frustrée de me dire que je l'ai lu il y a tellement longtemps que je me souviens pas de grand chose et que je peux pas trop vous en dire puisque j'ai oublié. Et en même temps, je me dis, c'est aussi révélateur de mes lectures, puisque si au bout de plusieurs semaines, plusieurs mois, je ne suis pas capable de vous dire ce que j'ai ressenti, c'est que finalement c'était pas une lecture qui m'a tant marqué que ça. Pour L'inconnu du portrait, je me souviens qu'on est sur une double temporalité où on explore les différences de classe sociale grâce aux divers personnages que l'on rencontre et que l'on suit au cours de cette lecture. On y explore aussi les différences intergénérationnelles, mais aussi internationales, puisqu'une partie se déroule en Autriche si ma mémoire est bonne, et une autre aux États-Unis. Je me souviens quand même que j'avais bien apprécié un parallèle qui est fait entre l'un de nos narrateurs et le second, qui, il se trouve, sont des personnes d'une même famille. Et même si ça m'avait plutôt plu, encore une fois, ça ne m'a pas marqué. Donc je pense que c'est quand même assez révélateur. C'était une lecture sympa, mais qui ne m'aura pas bouleversée non plus. Par contre, pour le vainqueur de cette catégorie, 5 cœurs en sursis, je suis désolée, mais ça ne l'a pas du tout fait pour moi. Dans 5 cœurs en sursis, on suit 5 points de vue différents, qui sont 5 personnes d'une même famille qui sont touchées par la même tragédie. Leur point commun, c'est Catherine. Et Catherine est emprisonnée pour le meurtre d'une femme. Et on va suivre ces 5 points de vue différents au fil du temps. D'abord sur des périodes quand même assez rapprochées, puis au fil de la lecture de plus en plus espacées. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces points de vue et donc tout ce roman est construit autour d'une expérience un petit peu particulière et qui ne parle pas forcément à tout le monde. C'est le fait de faire partie d'une famille, d'une personne qui est condamnée pour un crime extrêmement grave et qui donc doit vivre avec ça. C'est un véritable parti pris de l'autrice, elle voulait vraiment explorer ce côté-là d'un drame, puisqu'on parle régulièrement du chagrin et de la vie d'après, de la famille de la ou des victimes, mais rarement de la famille du ou des coupables. Et donc là, c'est le cas. Je n'ai pas du tout aimé ce roman. Je suis désolée, je sais qu'il a conquis énormément de personnes puisque forcément il a été le vainqueur de cette catégorie, mais pour moi ça ne l'a pas fait du tout et je suis quand même assez partagée parce qu'il y a une petite partie de moi qui me dit que je n'ai pas aimé ce roman parce que je l'ai trouvé peut-être pas assez bien écrit ou peut-être trop long, mais il y a aussi un autre côté de ma personnalité qui me dit que clairement c'était le genre de livre que je ne veux pas lire. Tout simplement parce qu'il faut savoir que je n'en parle jamais, la plupart de mes amis ne le savent pas d'ailleurs, donc ça va rester quelque chose entre vous et moi, mais je fais partie d'une famille de victimes d'un crime, de victimes de meurtre, et c'est exactement le genre de choses que je ne veux pas lire. Je ne veux pas me mettre à la place d'un coupable ou d'une famille de coupables, parce que j'ai mon propre chagrin, j'ai mon propre deuil. Je suis désolée, ça va peut-être paraître extrêmement égoïste, mais je ne veux rien savoir de la vie du ou des coupables ou de leur famille. Je m'en fous. Je ne veux pas essayer de me mettre à leur place, je ne veux pas essayer de comprendre ce qu'ils vivent, et je ne veux pas pleurer avec eux la punition d'un des membres de leur famille. Parce que ces personnes-là, je suis désolée encore une fois, hein, ça peut paraître trash, mais ces personnes-là, elles ont encore le membre de leur famille, même s'il est en prison, même s'il est en prison pour 5 ans, ou 10 ans, ou 20 ans, ou perpète. Cette personne-là, elle est toujours en vie. Vous pouvez toujours plus ou moins communiquer avec elle. Les membres de la famille d'une victime, eux, ils sont condamnés à vie. Donc oui, je comprends tout à fait le point de vue de l'autrice et je comprends que ça ait pu plaire, que ça ait pu parler énormément, mais pour les personnes comme moi,
ne lisez pas ce genre de choses, vous ne voulez pas. Moi j'étais en colère quand je lisais ça et j'avais quand même envie d'aller jusqu'à la fin pour me dire que peut-être j'aurais un peu d'empathie pour ces familles qui, je sais, n'ont rien demandé, elles ne sont pas complices, elles ne sont pas coupables par affinité, elles n'ont rien demandé, elles sont comme les familles de victimes finalement, mais c'est clairement quelque chose qui m'a parfois mis mal à l'aise, mais surtout très souvent mis en colère. Donc si vous faites partie de ce petit club de familles de victimes, ne lisez pas ça, parce que c'est vraiment pas une expérience que vous voulez faire. Bon, après cette petite note dramatique, on va revenir à nos moutons. Si maintenant je devais choisir le titre pour lequel je donnerais mon vote pour la catégorie littérature française, je pense que je voterais très certainement pour L'inconnu du portrait, parce que, alors déjà, c'est une histoire qui ne m'a pas mis en colère, mais aussi et surtout, je l'ai trouvé quand même beaucoup mieux écrit. Et je pense qu'avec le recul, je me serais peut-être intéressée à d'autres titres. Le Murmure, on en a beaucoup entendu parler après la révélation des prix Babelio. Et je me demande si j'aurais pas peut-être lu un autre titre. En même temps, je suis pas très certaine de moi non plus. En fait, il m'appelle toujours pas, mais peut-être que j'aurais lu Le Murmure. Dans tous les cas, je n'aurais clairement pas voté pour 5 cœurs en sursis, mais je pense que vous l'avez compris. On passe à la catégorie littérature étrangère, et c'est une des catégories pour laquelle j'ai lu le plus de titres. Et celui qui a gagné le prix Babelio 2024 pour la littérature étrangère, donc, c'est Ken Follett avec Les armes de la lumière. Et là aussi, un bon gros pavé des familles, je vous l'assure. Dans la sélection, il y avait aussi La fille de l'illusionniste, Le son, Plus grand que le monde, Du côté sauvage, Tant de nuances de pluie, Je pleure encore la beauté du monde, Là où fleurissent les cendres, Psyché et Eros, et enfin, on m'appelle Damon Copperhead. J'ai oublié de le préciser avant, mais ce que vous voyez sur l'écran, c'est donc à chaque fois la sélection pour cette catégorie. Et les couvertures qui apparaissent en couleur sont les livres que j'ai lus, et celles qui apparaissent en noir et blanc sont les titres que je n'ai pas lus. Donc vous voyez que pour celui-ci, j'en ai lu plusieurs. J'ai donc lu évidemment Les armes de la lumière, mais j'ai aussi lu Du côté sauvage de Tiffany McDaniels, Je pleure encore la beauté du monde de Charlotte McConaghy, Psyché et Eros de Luna McNamara et On m'appelle Damon Copperhead de Barbara Kingsolver. Sachez que sur ces 5 titres, j'en ai lu 2 en version audio et les 3 autres, je les ai lus en papier, mais sur ces 3 autres, il y en a un que j'ai dit LF. Quand je vous dis que ce challenge Babelio 2024, c'était la débandade. Et d'ailleurs, on va commencer avec celui-ci. Je suis au regret de vous dire que j'ai abandonné Tiffany McDaniels et j'ai laissé Du côté sauvage de côté. J'ai lu, je sais plus combien de pages j'ai lu, je crois une centaine, 100, peut-être 120, quelque chose comme ça. En tout cas, je suis pas allée très loin et vraiment, je n'en pouvais plus. Et pourtant, je m'attendais pas du tout à ça. J'avais beaucoup entendu parler de Tiffany McDaniels en bien et je voulais vraiment la découvrir, mais j'ai pas du tout accroché à son style d'écriture. Alors, je ne sais pas si c'est ce titre-là en particulier ou si elle écrit comme ça aussi dans ses autres romans, dans ses autres ouvrages, puisque je ne les connais pas. Mais vraiment, ça ne l'a pas fait pour moi. Dans Du côté sauvage, on suit la vie de 2 jumelles dans l'Amérique profonde qui sont marquées par la drogue, les violences, la violence dans la société, mais aussi la violence dans les relations familiales. C'est hyper particulier et c'est écrit d'une façon du coup très particulière, façon à laquelle je vous disais je n'ai pas du tout accroché. C'est simple, j'étais systématiquement perdue. J'avais l'impression de lire un Camoulox, mais en version roman, en longueur roman, et je ne comprenais rien. Enfin si, je comprenais quand même les grandes lignes, mais pour moi les dialogues qu'il y avait, les échanges et même les réflexions de notre personnage principal, ça n'avait pas grand sens. Et je me suis dit que si j'allais comme ça jusqu'à la fin du roman, j'allais me faire une bonne grosse panne de lecture. Et là encore, j'ai l'impression d'être carrément à contre-courant, puisque, comme je vous le disais, je n'entends que du bien de Tiffany McDaniels. Et à chaque fois que j'ai entendu parler de ce roman, Du côté sauvage, je n'ai entendu que des avis ultra positifs. Sauf que pour moi, ça ne l'a pas fait du tout. Je n'ai rien compris. Et j'avais pas envie de comprendre de toute façon. C'était tout simplement viscéral. Je lisais 2-3 pages et j'avais envie de jeter le bouquin et d'aller faire autre chose. Donc je l'ai abandonné. Et je n'ai aucun regret. Par contre, les autres titres, je les ai lus. Et il y en a un que j'aurais dû abandonner, mais bon, on en parlera un petit peu plus tard. J'ai donc lu aussi Je pleure encore la beauté du monde de Charlotte McConaghy. Et celui-ci, ça fait partie des titres que j'ai lus depuis
à un bon moment. Et pareil, je saurais pas vous en dire grand chose. En fait, j'ai un peu le même ressenti que L'inconnu du portrait. Je sais que quand je l'ai lu, j'étais plutôt positive sur ma lecture. Ça m'avait plu. Et maintenant, avec le recul, quelques mois plus tard, je saurais pas vous en dire grand chose. On y suit notre personnage principal qui travaille pour la sauvegarde d'écosystèmes et d'espèces d'animaux en danger, en voie d'extinction, ce genre de choses-là. Et elle est envoyée en Écosse pour participer à la réintroduction et à la protection des loups. Et là maintenant que je vous en parle, j'ai un petit peu plus de souvenirs qui reviennent. Notre trame de fond, c'est évidemment la protection des espèces animales et de notre écosystème, donc un vrai thème écologique abordé, ce qui m'a beaucoup plu. Je pense que c'est vraiment ce qui m'a le plus finalement marqué dans ce roman, ce qui m'a le plus plu aussi au niveau de la plume de l'autrice. C'est là que j'ai retrouvé le plus de beauté finalement. Mais ça, ce n'est que l'arrière-plan qui prend quand même énormément de place. Mais on y a aussi un meurtre à résoudre puisque notre personnage principal est plus ou moins mêlé au décès, pas forcément accidentel, d'une personne qui l'avait menacée, avec qui elle était en conflit ouvert. Et comme je viens de vous le dire, tout le côté où on aborde les questions de l'écologie, de la sauvegarde des animaux, des espèces, mais aussi des territoires, c'est quelque chose qui m'a vraiment parlé et j'avais beaucoup aimé la façon dont l'autrice aborde ce sujet au travers des yeux de son personnage principal, personnage en qui je me suis quand même souvent reconnue, une femme ni jeune ni vieille qui préfère être en contact avec les animaux, avec la nature plutôt qu'avec l'être humain de façon générale, une femme qui a du mal à trouver sa place, à fonctionner dans la société dans laquelle elle vit et qui décrit son monde et tout ce qui l'entoure avec une sensibilité vraiment exacerbée. C'est quelque chose qui m'a encore une fois beaucoup plu. Par contre, pour tout ce qui est autour de l'intrigue, de la mort de ce fameux personnage avec qui elle était en guerre ouverte, j'avoue que la révélation était pas dingue, tout simplement puisqu'on s'en doute depuis le début. Personnellement, je l'avais vu venir gros comme une maison. Comme je vous le disais, j'ai aussi lu Psyché et Eros de Luna McNamara et c'est la dernière lecture que j'ai pu faire dans le cadre de ce challenge Babelio 2024. Je l'ai terminé il y a une semaine, je dirais, peut-être 10 jours. Et là encore, malheureusement, une lecture qui ne m'a pas marquée. On explore ici la réécriture du mythe de Psyché et Eros, un mythe que personnellement je ne connaissais pas du tout. Et pourtant, j'aime beaucoup tout ce qui touche à la mythologie grecque, mais là, je vous avoue que c'était une totale découverte. C'est un roman que personnellement, j'aurais plutôt glissé dans la catégorie jeune adulte. Je trouve que c'est vraiment le public qui est visé par ce titre, puisque je suis une adulte, j'ai 35 ans maintenant, et j'ai trouvé que c'était trop léger, vraiment trop adressé à un public plus jeune que moi. On y suit ici Psyché, qui est une jeune princesse grecque, à qui l'oracle a prédit à la naissance une destinée d'héroïne. Donc elle a reçu une éducation en adéquation avec cette prophétie, et quant à lui, Eros, c'est tout simplement le dieu du désir. Un dieu qui s'est malgré tout rapidement rendu compte que son pouvoir est tout aussi destructeur que magnifique à la fois. Et afin de ne pas détruire tout ce qui l'entoure, il préfère tout simplement s'isoler du monde, s'isoler du reste des dieux et vivre seul. Mais un jour, Aphrodite le charge de lancer une malédiction sur Psyché à l'aide d'une de ses flèches empoisonnées. Mais vous le voyez venir gros comme une maison, Eros se pique avec sa propre flèche et devient lui-même victime de cette malédiction. Il tombe éperdument amoureux de Psyché, mais il est condamné à ne pas pouvoir être avec elle. Et dans ce roman, on suit ces deux points de vue différents, celui de Psyché et celui de Eros, avant qu'ils se rencontrent et après leur rencontre. Et j'avoue qu'ils m'ont fait plus ressentir de choses avant qu'ils se connaissent plutôt qu'après. Le personnage de Psyché m'agaçait quand même assez régulièrement puisque cette jeune princesse, à cause de cette prophétie qu'on lui a fait, elle est tout simplement très imbue de sa personne, têtue, pourri gâtée, vous voyez le tableau. Quant à Eros, bizarrement, je l'ai beaucoup apprécié puisqu'il se pose pas mal de questions existentielles, notamment sur sa présence dans ce monde-là et son impact. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Par contre, une fois qu'ils se rencontrent et qu'ils évoluent ensemble, ça ne m'a fait ni chaud ni froid. J'ai retrouvé à ce moment-là un peu les codes de la romantésie et c'est un genre qui ne m'intéresse pas du tout. Donc, à partir de ce moment-là, j'étais plus vraiment investie dans ma lecture. Je les voyais ne pas communiquer, prendre des décisions irréfléchies, bêtes et subir tous les malheurs du monde. J'ai vraiment eu du mal avec ça et c'est ce qui me fait dire que c'est plutôt un roman destiné aux jeunes adultes, un roman plutôt romantésie et vraiment pas quelque chose adressé pour moi. Il y a un bon moment de ça, j'ai lu
en version audio, On m'appelle Damon Copperhead de Barbara Kingsolver. Et celui-ci c'est un peu pareil, il ne m'a pas forcément marqué, ça n'a pas été une mauvaise lecture mais ça n'a pas été une bonne lecture non plus. J'ai quand même eu du mal à arriver jusqu'à la fin de cette lecture audio puisqu'à ce moment-là j'avais pas vraiment le temps d'écouter d'un livre audio et je l'écoutais un petit peu par-ci, un petit peu par-là et j'ai dû mettre peut-être 1 mois et demi, 2 mois avant d'arriver à la fin, ce qui est pas forcément idéal puisqu'on a tendance à perdre le fil de ce qui se passe. Mais étonnamment, je crois bien que je n'aurais pas très apprécié de le lire en version papier et je vous avoue qu'au début, je n'accrochais pas du tout à la voix du narrateur, à la voix de l'acteur qui lit ce livre audio. Je pensais l'abandonner et finalement, je crois que c'est au contraire ce qui m'a fait le plus accrocher. C'est assez bizarre, mais l'acteur qui lit le roman a une façon assez nonchalante de le lire qui au début ne m'a pas plu et donc au fil de mon écoute, j'ai compris ce vrai parti pris justement de l'acteur puisqu'il nous raconte l'histoire de Damon Copperhead en étant le personnage principal puisque c'est Damon qui nous raconte lui-même son histoire à la première personne du singulier. Et finalement, ce côté nonchalant, c'est exactement ce qu'il fallait pour le personnage de Damon. Ce roman est une réécriture, une réinterprétation de David Copperfield, que je ne connais absolument pas. Donc je ne saurais pas vous dire si c'est fidèle au roman de base ou pas, ou à quel point ça diffère. Je n'en ai aucune idée. Mais je peux vous dire que vous pouvez lire ou écouter donc On m'appelle Damon Copperhead sans rien savoir de David Copperfield. Comme dans Du côté sauvage de Tiffany McDaniels, on explore le malheur et la pauvreté de l'Amérique profonde au travers des violences intrafamiliales et d'abus de substances illicites. L'impact que ça peut avoir sur les familles, les enfants, la scolarité, l'éducation, la santé physique comme la santé mentale. C'est dur à lire parfois, mais c'est la triste réalité de notre monde. Mais j'ai beaucoup plus accroché au destin de Damon, qui a beau subir tout ce qu'il y a plus de mauvais dans notre société, eh bien il réussit quand même, malgré tout, à avancer, malgré quand même assez régulièrement la prise de très mauvaises décisions. C'est un personnage que j'ai trouvé quand même très attachant. Donc là encore, un titre qui m'a plu sans forcément me marquer, sans forcément être un coup de cœur. Et enfin, pour le vainqueur de cette catégorie, pour rappel, c'était Les Armes de la Lumière de Ken Follett. Je crois que c'était uniquement la deuxième fois que je lisais du Ken Follett. J'avais lu un titre qui se passait pendant la Seconde Guerre mondiale en France, ou à cheval entre la France et l'Angleterre, je crois. Et je me souviens de l'avoir beaucoup apprécié, mais avec mon expérience de lecture des Armes de la Lumière, je me demande si je le relisais maintenant, j'aurais la même positivité envers ce titre. Les Armes de la Lumière, c'est un roman historique qui se passe en Angleterre pendant la révolution industrielle et qui s'attache à suivre le destin de plusieurs familles d'une même communauté. Je vous avoue que le côté tranche de vie, tout en longueur pendant tout le roman, où finalement on a l'impression qu'il se passe pas grand chose. Alors attention, il se passe des choses, mais on a l'impression qu'il se passe rien. J'avoue que je suis pas très fan. Mais ce qui m'a le plus énervé, c'est la représentation des personnages féminins dans ce roman. Et c'est pour ça que je vous dis que je me demande si j'aurais la même réaction en relisant le précédent roman que j'avais lu de Ken Follett. Parce qu'au plus j'y pense et au plus je me dis que c'était la même façon d'écrire les personnages féminins, et ça ne me plaît pas. C'est simple, elles sont toutes guidées par leur désir sexuel. C'est simple, presque à chaque fois qu'on rencontrait l'un de ces personnages féminins, qu'il soit principal ou secondaire, on avait soit la description de ses désirs, soit la description de ses actions, ou bien la conséquence de ces fameux désirs. Bref, même si les femmes étaient quand même importantes dans ce roman, j'avais l'impression qu'elles n'étaient là que pour exprimer leur désir sexuel ou pour être l'instrument de procréation d'un nouveau personnage. Donc forcément, moi, ça ne m'a pas plu. Au-delà de ça, c'était juste long et je n'ai jamais vraiment embarqué dans l'histoire. J'ai aussi eu du mal avec la représentation queer de certains personnages parce que je me dis que à l'époque de la révolution industrielle, alors que ce soit en Angleterre ou ailleurs, je pense que les personnes qui sont issues de cette communauté, elles ne vivaient pas aussi librement que les personnages qu'on rencontre dans ce roman. Donc j'ai un peu de mal avec cette représentation qui ne rend pas justice à cette communauté. J'ai la sensation que c'est plutôt de les dénigrer en leur montrant que si c'était possible de vivre son amour au grand jour sans forcément craindre pour sa vie. Voilà, j'ai un petit peu de mal avec ça aussi. Je sais que c'est une fiction évidemment et que l'auteur a tout à fait le droit de jouer avec ça, mais moi j'ai un peu de mal avec cette représentation qui n'est pas fidèle à l'histoire. Bref, si je devais voter pour le prix de la littérature étrangère,
Je crois que j'avais pas voté d'ailleurs parce que je n'en avais lu aucun. Alors clairement, je donnerai pas ma voix pour Les Armes de la Lumière. J'hésite entre Je pleure encore la beauté du monde parce que cette sensibilité autour de la nature, ça m'avait beaucoup touchée. Donc j'hésite entre celui-ci ou On m'appelle Damon Copperhead. J'hésite, je saurais pas trop vous dire, j'ai l'impression que ça dépend un peu de mon humeur. Au niveau de l'histoire, je pense que je préfère l'histoire de Damon Copperhead. Mais au niveau du style d'écriture, je préfère celui de Charlotte McConaghy. C'est un peu pour ça que j'ai du mal à choisir. Allez, on va dire que j'aurais voté pour Je pleure encore la beauté du monde. Mais à prendre avec des pincettes, hein, ça dépend de mon humeur. On passe à la catégorie polar et thriller. Et là aussi, j'en ai lu pas mal et je pense que j'aurais même pu en lire plus si j'avais eu le temps. Le vainqueur pour cette catégorie, c'est Les secrets de la femme de ménage de Freida McFadden. Il y avait aussi en compétition L'Empathie, qui est un tome 2, ou au moins un tome compagnon. Il y avait aussi Un animal sauvage, Mon cœur a déménagé, La maison des lumières, Ce qu'il faut de haine, Le sang des innocents, un tome 1 de Cozy Mystery avec Retour à St. Mary Hill, mais aussi À chaque fois mourir un peu, et enfin Éclipse totale. Et j'ai lu pour cette catégorie Les secrets de la femme de ménage, évidemment, mais aussi Un animal sauvage de Joël Dicker, La maison des lumières de Donato Carizzi et Ce qu'il faut de haine de Jacques Saucé. Et donc comme je vous le disais, j'aurais aimé même en lire plus. J'aurais beaucoup aimé découvrir Joe Nesbo avec Éclipse totale, un auteur que je ne connais pas du tout mais que je vois quand même régulièrement passer. Donc je me dis que ça peut peut-être me plaire. Mais je crois que j'aurais aussi beaucoup aimé découvrir Le sang des innocents de S.A. Cosby. Tout simplement parce qu'il est édité par les éditions Sonatine et c'est une de mes maisons d'édition préférées. Bref, parlons peu, parlons bien. On va commencer avec Un animal sauvage de Joël Dicker. Là aussi une lecture audio pour ma part. Et là aussi une lecture que j'ai écoutée il y a un moment. C'était l'une de mes premières lectures pour ce challenge. Ici je vais carrément vous lire le résumé puisque j'ai peur que si j'en parle, je dévoile des éléments de l'histoire qu'il ne faut pas dévoiler. Donc dans le doute, je vais plutôt vous lire la 4e de couverture et on va en reparler. Braquage à Genève, 2 juillet 2022. 2 malfaiteurs sont sur le point de dévaliser une grande bijouterie de Genève. Mais ce braquage est loin d'être un banal fait divers. 20 jours plus tôt, dans une banlieue cossue des rives du lac Léman, Sophie Brown s'apprête à fêter ses 40 ans. La vie lui sourit. Elle habite avec sa famille dans une magnifique villa bordée par la forêt. Mais son monde idyllique commence à vaciller. Son mari est empêtré dans ses petits arrangements. Son voisin, un policier pourtant réputé irréprochable, est fasciné par elle jusqu'à l'obsession et l'épie dans sa vie la plus intime. Et un mystérieux rôdeur lui offre, le jour de son anniversaire, un cadeau qui va la bouleverser. Il faudra de nombreux allers-retours dans le passé, loin de Genève, pour remonter à l'origine de cette intrigue diabolique dont personne ne sortira indemne, pas même le lecteur. Alors oui, effectivement, on a 2 temporalités différentes. La première où on retrace avec quelques chapitres par-ci par-là ce fameux braquage à Genève en juillet 2022, mais aussi et surtout on suit la vie de cette famille Brown avec Sophie, son mari, ses enfants et cette vie parfaite qu'ils mènent. On suit aussi le fameux voisin policier réputé irréprochable, qui, comme on vient de le dire, est absolument obsédé par Sophie. Et on a même aussi parfois le point de vue de la femme de ce fameux policier. Bref, on a tout ce petit monde qui évolue ensemble dans un cercle assez rapproché. Et en plus de ça, on a ce fameux inconnu qui vient débarquer et qui bouleverse encore un peu plus ce petit monde. Je me souviens avoir beaucoup aimé retracer justement toute cette histoire, cette intrigue, en recollant les morceaux du puzzle, puisqu'on comprend tout une fois qu'on arrive presque à la fin. Mais je me souviens aussi avoir eu du mal avec ce côté famille idyllique que tout le monde envie, qui obsède tout le monde et qui évidemment est loin d'être réellement parfait. En réalité, j'ai surtout eu du mal avec le fait qu'une seule personne, Sophie, obsède autant d'hommes. Et là encore, c'est un peu le souci que j'ai avec les auteurs masculins qui écrivent et qui donnent vie à des personnages féminins, genre la femme parfaite qui fait tourner toutes les têtes. Ça n'existe pas dans la vie réelle. Puisque là, elle fait réellement tourner les têtes. Les hommes deviennent fous. C'est justement le but de ce roman. Et j'avoue que c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal. Je vous dis ça parce que dans ce roman, ça va loin, ça va très loin. J'avoue que j'ai pas eu d'attachement particulier aux personnages non plus. Vraiment ce côté obsession les uns qu'ils ont pour les autres. C'est tellement malsain, c'est tellement toxique que j'ai eu du mal à me dire que ça pourrait réellement arriver. Bref, si vous aimez les romans où l'obsession
est un thème important, voire principal, ça peut carrément vous plaire. Mais j'avoue que pour moi, c'est plus le côté construction du roman qui m'a plu, ce côté où on alterne les points de vue et les temporalités et où on récolte les informations, où on recrée justement ce puzzle jusqu'à avoir la vue d'ensemble, ça m'a plu. C'était la première fois que je lisais du Joël Dicker, peut-être que j'en retenterai un autre, même si c'est pas une priorité non plus. J'ai aussi lu Ce qu'il faut de haine de Jacques Saucé, là aussi c'était la première fois que je lisais un titre de cet auteur. Et là aussi, ça fait un moment que je l'ai lu, puisque je me souviens très bien, je le lisais dans la piscine. Donc on devait être au mois de juin, juillet, par là. Ça fait un moment. Mais pour ce que je m'en souviens, il y a une scène en particulier qui m'a marquée dans ce roman, qui m'a fait me poser des questions sur la santé mentale de l'auteur. Parce que là, je me suis dit, il faut avoir quand même une sacrée imagination pour en arriver à écrire des choses pareilles. Et voilà, je me suis demandé si monsieur Jacques Saucé allait bien dans sa vie, et je crois que je me suis rarement posé la question de comment une personne peut imaginer des choses pareilles. Parce qu'il faut être quand même un peu barjot dans sa tête pour écrire une telle chose et se dire que bah finalement on y a pensé, l'idée elle n'est pas venue de la main au carnet directement, elle est quand même arrivée d'abord dans le cerveau. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une personne pour imaginer un truc pareil? C'est vraiment la chose qui m'a le plus marqué avec ce titre. L'autre chose qui m'a marqué, c'est que dans ce roman, évidemment, il y a un crime, il y a un meurtre qu'on cherche à résoudre, mais l'identité du tueur, elle nous est révélée à la moitié ou aux 2/3 du roman, je ne sais plus bien. Elle nous est quand même révélée assez tôt. Et à partir du moment où on le sait, personnellement, j'étais plus vraiment investie dans ma lecture. Et c'est quelque chose que je trouve dommage, surtout dans un polar, un thriller, on veut vraiment être accroché jusqu'à la fin. Et là, ben, du coup, une fois qu'on savait qui était le meurtrier, il n'y avait plus vraiment de raison d'arriver jusqu'à la fin. Sauf le dernier chapitre, ou épilogue, je ne sais plus, qui m'a beaucoup plu dans sa construction par rapport à ce qui peut se passer avant. Je peux pas vous en dire plus, parce que ce serait justement gâcher cette expérience que j'ai eue, mais j'avoue que c'est quelque chose qui m'a assez plu. D'ailleurs, je pensais que c'était ce titre qui aurait remporté le prix Babelio Polar et Thriller de 2024, parce que je sais que Jacques Saucé est très apprécié, mais bah, ça n'a pas été le cas. J'ai aussi lu La Maison des Lumières de Donato Carizzi et j'ai compris au cours de ma lecture que c'est un peu un tome compagnon dans une série. C'est un peu la spécificité aussi des polars et thrillers, on peut faire une série avec un personnage qu'on retrouve dans chaque tome, mais on n'a pas forcément besoin de lire ces tomes dans un ordre chronologique. Et donc celui-ci, La Maison aux Lumières, je me demande si c'était pas le tome 3 dans la série où on suit notre personnage principal, dont j'ai oublié le nom. Mais ça ne m'a pas du tout gêné à la lecture, ça ne m'a pas empêché de découvrir cette nouvelle histoire. Ça m'aura juste un peu spoilé ce qui se passe dans le tome 1 et 2. Et là, j'ai beaucoup aimé suivre notre personnage principal qui est quand même assez torturé par ce qui s'est passé dans son passé, dans son enfance, mais aussi dans son passé plus récent, justement tout ce qui s'est passé dans les tomes 1 et 2, et qui contribue à avoir un homme blessé par la vie, blessé par les relations, qui se pose des questions sur lui-même. C'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup apprécié, en plus de l'intrigue principale dans laquelle on recolle les morceaux d'un meurtre qui a eu lieu il y a plusieurs décennies. Là aussi, j'en dirai pas plus, j'ai trop peur de vous spoiler. Mais j'avoue que j'ai énormément apprécié cette lecture, à tel point que je me demande si j'aurais pas voté pour celui-ci. Je pensais pas, d'autant plus que j'ai failli ne pas le lire, puisque je voyais venir que j'allais mettre des mois avant d'arriver à terminer ce challenge, et je commençais à réduire la liste des livres que je voulais lire, puisqu'à la base il y en avait facile une trentaine et j'en ai éliminé plusieurs au fur et à mesure de mon avancée, et j'ai failli ne pas lire La Maison aux Mensonges. Je l'ai lu tout simplement parce que je l'avais emprunté à la médiathèque et qu'il était chez moi. Je l'avais déjà emprunté, il était en ma possession à ce moment-là, et je me suis dit que c'était dommage de l'avoir emprunté et de le rendre sans le lire. Donc je me suis plongée dedans, et je vous avoue que je l'ai lu en 2 jours. J'ai été complètement happée par cette histoire, happée par la construction du roman, le style d'écriture de l'auteur que je découvrais, et ça m'a vraiment plu, à tel point que je me dis que je veux découvrir les tomes 1 et 2. Là encore, c'est pas forcément une priorité, mais c'est quand même une priorité un peu plus importante que découvrir Joël Dicker. J'ai vraiment très envie de retrouver ce personnage et de savoir ce qui s'est passé dans ces premiers tomes. Et enfin, j'ai aussi lu le vainqueur de cette catégorie Polar et Thriller 2024. C'était évidemment Les Secrets de la femme de ménage de Freida McFadden. Et celui-ci, je l'ai lu, mais de toute façon, je l'aurais lu même s'il n'avait pas gagné. Et de toute façon, j'avais voté pour celui-ci. Oui, j'ai voté pour un livre alors que je ne l'avais pas lu. En fait, j'ai voté pour l'autrice. J'adore Freida McFadden. J'avais lu La femme de ménage dans mon challenge Babelio de l'année dernière, et entre temps j'avais aussi lu La Psy, qui est
très certainement mon roman préféré de l'autrice jusqu'à présent. Dans Les secrets de la femme de ménage, on retrouve Millie, qui était notre personnage principal dans La femme de ménage justement, puisqu'ici c'est un tome 2. Et donc on la retrouve plusieurs années après la fin du tome 1. Elle est toujours femme de ménage, elle galère, mais elle fait quand même en sorte de s'en sortir et on la suit dans une nouvelle mésaventure autour des violences conjugales, des manipulations et des faux semblants. Tout ce que j'adore. Et même si j'ai beaucoup apprécié ma lecture, je l'ai trouvée peut-être un petit peu trop identique à La femme de ménage. On a le même genre de construction et même si j'ai beaucoup apprécié les plot twists et je les avais pas vus venir, j'avais quand même l'impression de relire La femme de ménage mais dans une autre version. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai quand même beaucoup apprécié retrouver Millie, retrouver d'autres personnages qu'on avait déjà croisés dans le tome 1, l'évolution de leur relation. D'ailleurs, c'est l'une des choses qui m'a le plus plu. Et même si je vous recommande de lire Les secrets de la femme de ménage, si vous souhaitez découvrir Freida McFadden, je vous recommande plutôt de lire La Psy, qui est, encore une fois, mon roman préféré de cette autrice. Et donc, comme je vous le disais, pour cette catégorie polar et thriller, est-ce que j'aurais quand même voté pour Les secrets de la femme de ménage de Freida McFadden, ou est-ce que j'aurais donné ma voix pour Donato Caridi avec La maison aux lumières? J'avoue que j'hésite encore. Mais je pense que pour le plaisir de la découverte et le plaisir de la lecture que j'ai eu, je voterai pour La maison aux lumières. Oui, je n'aurais pas donné ma voix à Freida McFadden, mais oui, je suis plutôt en accord avec cette décision. Encore que, comme je vous le disais, j'aurais pu lire d'autres titres et j'aurais peut-être encore plus galéré à donner ma voix à quelqu'un. Petite pause pour recharger la batterie et entre-temps, c'est presque la fin de ma bougie. Mais on va s'intéresser maintenant à la catégorie bande dessinée. Une catégorie qui m'a un petit peu prise par surprise parce que je ne pensais pas lire l'un de ces titres. Les BD et les mangas et les romans jeunesse, ce sont des catégories et des romans qui ne m'intéressent pas. Parce que j'aime pas forcément le support, que j'ai du mal avec les histoires, c'est juste c'est pas adapté pour moi, donc en général je les zappe. Et ça a été le cas pour la catégorie jeunesse et la catégorie manga pour ce challenge Babelio 2024. Mais comme je vous le disais, la catégorie bande dessinée, eh bien j'ai lu 2 titres. On va revenir dessus tout de suite. Le lauréat pour cette catégorie, c'était La route de Manu Larsenet. Donc celui-ci, je l'ai lu. Et pour le reste de la sélection, il y avait Les guerres de Lucas, Le secret des bonbons pamplemousse, Le grimoire d'Elphie, je crois que c'était le tome 4, La distinction, Les Bensborn, La bête, Je suis leur silence, Black Sad, qui était le tome 7, et Ruby. Et comme je vous le disais, j'ai donc lu Sur la route, qui était le lauréat de cette catégorie, et je me suis aussi intéressée au secret des bonbons pamplemousse. En réalité, c'est ce titre-là qui fait que je me suis intéressée à cette catégorie, puisque c'est une bande dessinée qui est écrite par Camille Monceau. Camille Monceau qui est aussi l'autrice d'une série que j'aime beaucoup et qui s'intitule Les chroniques de l'érable et du cerisier. J'avais lu les 2 premiers tomes, donc je sais que c'est une autrice qui me plaît beaucoup. Je voulais la découvrir dans cet univers justement de bande dessinée. Et c'est chose faite. On suit ici des tranches de vie d'une famille japonaise. Et malgré les thèmes parfois difficiles à aborder, j'ai vraiment apprécié cette lecture. C'était hyper doudou, hyper cocooning, que ce soit dans le texte, mais aussi pour les illustrations et l'utilisation de la palette de couleurs. C'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Ça a été un très bon moment de lecture pour moi. C'est mignon, c'est gourmand, on a envie de faire des câlins à tout le monde. C'était vraiment une bulle de douceur, de tendresse et de positivité, et Dieu sait qu'on en a besoin. Et on aurait pu difficilement faire plus opposé avec La route, justement le lauréat de cette catégorie bande dessinée pour le prix Babelio 2024, puisque vous le voyez très certainement avec la couverture, mais on est dans un univers où ce n'est que des nuances de gris, de noir et de blanc. Et l'histoire elle est très anxiogène puisqu'on va parler de survie après l'apocalypse. Et c'est sale. C'est l'adaptation en bande dessinée du roman éponyme que je ne connais pas, que je n'ai pas lu. Donc encore une fois, je ne peux pas comparer et vous dire si c'est fidèle ou pas. Je n'en sais rien. Mais j'avoue que ça ne m'a pas transcendée. J'ai eu l'impression qu'il y avait pas de réel début et pas de réelle fin. Là aussi, c'est un peu façon tranche de vie, mais dans un monde où la survie prime après l'apocalypse. Donc il n'y a plus rien à manger, il n'y a plus rien à boire, on n'a plus d'abri. L'être humain est redevenu complètement sauvage et ne pense qu'à lui-même. Donc tout le mauvais de l'homme ressort et c'est hyper anxiogène en fait, on n'a pas d'espoir. Donc une lecture vraiment très noire qui correspond
parfaitement à l'utilisation de la palette de couleurs justement, puisque comme je vous le disais, ce ne sont que des nuances de gris et de noir. Je pense que vous l'avez compris, si j'avais pu donner ma voix maintenant, eh bien j'aurais clairement voté pour le Japon doudou du secret des bonbons pamplemousse de Camille Monceau. On passe à la catégorie jeune adulte et celle-ci semblait être très prometteuse, mais encore une fois, j'ai dû réduire la quantité de livres et finalement je n'en ai lu que 2. Donc j'ai lu évidemment le vainqueur de cette catégorie qui est L'effet boule de neige de Clara Hérault. Et pour le reste de la sélection, il y avait The Way I Used to Be, Noblesse oblige, Celle que je cherchais, L'héritier trahi, Check and Mate, le tome 3 de Crescent City, le tome 2 d'Absolu, ici c'est Les Effacés. Il y avait aussi le tome 3 de The Blood Traitor. Et enfin, le tome 2 de la série de Stéphanie Garber. Et le titre c'est « Et ils vécurent malheureux à jamais ». Donc déjà, tout ce qui est tome 2 et 3, j'ai éliminé parce que je ne voulais pas me farcir à lire le tome 1 ou le tome 1 et 2. Sauf pour Absolu, Les Effacés, puisque j'avais lu dans mon challenge Babylio de l'année dernière le tome 2. Absolu, Les Mobilisés. C'est écrit par Margot de Seine, donc c'est de la dystopie francophone et j'avais adoré le premier tome. Je voulais lire le tome 2 et je n'ai jamais eu le temps. Je pouvais l'emprunter à la médiathèque et j'ai placé ma réservation très rapidement parce que je voulais le lire. Ça a pris littéralement des mois pour que ça soit mon tour de pouvoir emprunter ce titre. Et il se trouve que, comble de malchance, c'était enfin mon tour quand j'étais en train de randonner sur le GR70. Donc j'ai reçu ma notification de possibilité de retrait pendant que je marchais dans le fin fond du trou du cul du monde. Et forcément, quand je suis rentrée, c'était trop tard, mon tour était passé. Donc, je me suis dit que c'était le destin et qu'il ne fallait pas que j'emprunte ce tome 2 et qu'il fallait que je donne la priorité à autre chose. Donc, je l'ai nexté. Finalement, je n'ai lu que Noblesse oblige de Maïwenn Alix, ce qui tombe bien puisque je voulais déjà le lire avant de le voir apparaître dans la sélection. C'était un titre qui me tentait depuis que sa maison d'édition en parlait sur les réseaux sociaux. Je crois que c'était avant même qu'il sorte, quand j'avais vu la couverture, je m'étais dit « Waouh, il est trop beau et l'histoire donne vraiment envie ». Là encore, je vais vous lire la 4e de couverture parce que j'aurais trop peur de spoiler des choses qu'on découvre à la lecture justement. Très chers téléspectateurs, bienvenue dans cette nouvelle saison de Noblesse oblige. La révolution de 1789 n'ayant pas abouti, la France est dirigée par le roi Louis XXI. La monarchie autoritaire s'assure néanmoins le soutien du peuple en mettant en scène son faste et sa cour dans des émissions de télé-réalité. Noblesse oblige est la plus regardée d'entre elles. On y suit chaque année une poignée de jeunes roturières élues à qui l'on offre la chance de rencontrer de grands héritiers et de faire un mariage avantageux. Gabrielle, secrètement anti-royaliste, apprend qu'elle fait partie des candidates. Une occasion rêvée d'infiltrer la monarchie et de dénoncer ce qui se cache sous le vernis de la cour. Or, ce qu'elle va découvrir va bien au-delà de ce qu'elle pouvait imaginer. Ce côté dystopie façon révolution qui n'a pas abouti et donc une France de nos jours, mais complètement différente, ça me plaisait beaucoup. Ça m'a beaucoup rappelé le postulat de base de Vampiria, qui est exactement le même, sauf que le roi s'est transformé en vampire. Et ici, j'ai beaucoup aimé qu'on utilise tout ce système de télé-réalité et de manipulation d'informations à travers la télévision et les médias. Ça m'avait tout de suite interpellée et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Et Gabrielle, notre personnage principal, je l'ai aussi beaucoup apprécié. Elle ne se laisse pas abattre et elle a un but qu'elle ne perd pas de vue. Et malgré tous les événements qui se passent, qui la concernent ou pas, son destin va se retrouver impacté et vraiment la construction de ce roman, je l'ai beaucoup apprécié. J'ai aussi vraiment aimé le fait que Maïwenn Alix, elle ne prenne pas de pincettes avec ses personnages. Ils sont là pour souffrir et nous aussi. Et moi j'aime ça, j'aime ne pas être épargnée dans ma lecture. Par contre je me souviens plus trop de la fin, parce qu'encore une fois c'est un des titres que j'ai lu assez rapidement, que j'ai lu plutôt cet été. J'arrive pas à me souvenir s'il y avait une fin assez ouverte pour qu'on ait un tome 2. Comme ça ne m'a pas marqué, j'ai plutôt tendance à me dire que ce tome-là suffisait. Mais il y a quelques jours, j'ai vu que la maison d'édition annonçait la sortie du tome 2 avec une couverture tout aussi magnifique que celle du tome 1 et ça va s'intituler Liberté oblige. Je n'ai absolument pas lu le résumé parce que je veux le découvrir à l'aveugle. Je ne sais même pas si on va retrouver notre personnage de Gabrielle. J'en sais rien, mais je veux le découvrir. Ça a été vraiment une très chouette lecture. Et donc, comme je vous le disais, j'ai aussi lu L'effet boule de neige de Clara Hérault. Et là, on est plutôt dans du young adulte façon romance. Puisqu'on va suivre notre personnage principal, Iris, qui part en vacances de Noël avec son meilleur ami, le frère de celui-ci et la nouvelle petite amie de son meilleur ami. Sauf qu'il y a comme un problème, Iris, elle est folle amoureuse de son meilleur ami. Donc forcément, les vacances s'annoncent tendu et Iris va très rapidement proposer au frère de son meilleur ami de faire semblant qu'ils sortent ensemble. Il y avait absolument tout pour que ça ne me plaise pas.
des personnages jeunes, donc un roman qui s'adresse à un public jeune. De toute façon, c'est la catégorie jeune adulte. Un personnage principal follement amoureuse de son meilleur ami, qui ne le sait pas ou qui fait semblant de ne pas le savoir. Et enfin et surtout, une romance de Noël. Comme je vous le disais, il y a tout pour que ça ne me plaise pas. Alors j'aimerais qu'on m'explique pourquoi j'ai adoré cette lecture. Parce que moi-même, je ne sais pas. Je ne suis pas capable de vous le dire, je n'en sais rien. Je partais du principe que je n'allais pas aimer, mais que ça allait être une lecture rapide, puisque de façon générale, le young adulte et les romances, ça se lit vite. Mais clairement, je pensais souffrir. Je pensais que ça serait une lecture qui ne me marquerait pas, ou alors qui me marquerait négativement. Du coup, je suis toujours en train de me poser la question de pourquoi j'ai apprécié cette lecture. Et pourquoi je serais capable de vous la recommander. Parce que oui, je vous la recommande. Moi là, je ne sais pas. Peut-être parce qu'on avait des personnages attachants, ou peut-être parce qu'on avait des situations qui, même si elles sont téléphonées, elles étaient quand même cute, extrêmement mignonnes, et pas forcément cucu comme j'avais peur que ce le soit. Ou peut-être les remises en question des personnages, qu'ils soient principaux ou secondaires. Je ne sais pas, mais j'ai adoré. Ce qui me pose clairement souci pour donner mon vote à cette catégorie jeune adulte, parce que j'ai vraiment apprécié Noblesse Oblige, j'ai vraiment apprécié L'effet boule de neige, et je pense que si j'avais lu le tome 2 d'Absolu, je l'aurais vraiment apprécié aussi. Du coup, là je suis un peu embêtée, mais en soi je pense que je donnerais quand même mon vote à Noblesse Oblige, parce que c'est une idée qui sort de l'ordinaire. D'avoir justement cet univers contemporain, mais avec la plupart des us et coutumes du XVIIIe siècle. Et j'ai beaucoup aimé aussi les thèmes qui sont abordés dans ce roman. Donc oui, j'ai passé un bon moment avec L'effet boule de neige, mais je crois que j'ai encore mieux apprécié Noblesse Oblige. Je pense que vous comprenez un peu mieux pourquoi je vous dis que Liberté Oblige. Je pense que je vais le lire rapidement. On arrive à la catégorie imaginaire, et là aussi il y avait du gros potentiel. D'ailleurs, si vous vous souvenez, c'est la catégorie dans laquelle j'ai lu le plus de titres, puisqu'à elle seule, elle représentait un quart des livres lus. Et sans grande surprise, c'est Babel de R.F. Kuang qui a gagné le prix Babelio Imaginaire pour 2024. Mais dans la sélection, il y avait aussi La maison aux pattes de poulet, Sweet Harmony, Dans la vie des pantins, Le chevalier aux épines, tome 3 si je me trompe pas. Il y avait Objectif Zéro qui entre-temps a changé de titre pour devenir Zéro. Il y avait le tome 2 de Cursed de Marissa Meyer, mais aussi Héritier insoumis, La légende de Sleepy Hollow et L'Empire des damnés, le tome 2 de L'Empire du vampire de J. Christophe. Et donc comme vous le voyez à l'écran, j'en ai lu plutôt pas mal. J'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6 titres dans cette catégorie. Sachant que pour L'Empire des damnés, qui est donc un tome 2, je n'avais pas encore lu le tome 1, L'Empire du vampire, et donc j'ai dû le lire. Donc finalement, j'ai quand même lu 6 titres imaginaires pour cette catégorie. Et d'ailleurs, en parlant de L'Empire du vampire de J. Christophe, on va commencer avec celui-ci. Je vais vous parler des deux, de l'Empire du vampire et de l'Empire des damnés, de façon globale. On est dans un monde de fantasy où la lumière du soleil a disparu depuis des décennies et les vampires ont pris le contrôle de la société. Et on va suivre notre personnage principal, Gabriel de Léon, qui est un saint d'argent, qui est a priori le dernier saint d'argent, et qui est tenu prisonnier par les vampires puisqu'il vient d'assassiner leur roi. Et ses geôliers lui imposent de raconter son histoire depuis le début. Comment il est devenu un saint d'argent, comment il en est arrivé à devenir le meilleur des saints d'argent, qui sont un peu comme des mercenaires et qui sont clairement les meilleurs combattants contre les vampires. Mais aussi, qu'est-ce qui l'a poussé à affronter tous ces clans de vampires et à tuer leur roi. J'étais vraiment pas sûre d'aimer cette série, puisque je ne connaissais pas J. Christophe, mais j'avais beaucoup entendu dire qu'il a un style d'écriture assez brute, voire parfois vulgaire, et que ça peut déplaire. Donc moi je m'étais mis des grosses barrières en me disant que ça allait être vraiment quelque chose de crade, quelque chose qui n'allait vraiment pas me plaire. Et j'ai été extrêmement surprise de me rendre compte que j'ai adoré. J'ai adoré le tome 1 et j'ai adoré le tome 2, qui pour rappel font presque 1000 pages chacun. Et alors je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire que j'ai pas vu le temps passer, parce que oui, ça prend du temps de lire 2 fois 1000 pages. Mais si ça avait été un autre roman, un autre univers, un autre auteur, je pense que j'aurais pas apprécié autant. Et d'ailleurs là, en vous parlant, je me rends compte que j'ai pas mis mes lumières. Alors oui, j'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur, mais j'ai surtout adoré ce world building. C'est on ne peut plus élaboré, et pourtant on ne nous explique pas tout de suite, et on n'en a pas besoin. On apprend ce qu'il faut quand il le faut, c'est hyper bien placé, et malgré tous ces détails, toute cette hiérarchie, que ce soit dans la société des vampires ou dans celle des saints d'argent, ou même dans cet univers tout simplement, c'est très facile à assimiler, et jamais sur ces presque 2000 pages, je me suis posé la question de qui est qui, ou jamais je ne me suis dit tiens ça colle pas parce qu'on m'avait dit ça avant,
et ça va pas forcément ensemble. Bref, je crois que vous voyez ce que je veux dire. Pas une seule fois j'ai été perdue, pas une seule fois je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui collait pas. J'ai aussi adoré notre personnage de Gabriel de Léon, qui est clairement un anti-héros, un homme bourru, un homme blessé physiquement, mais blessé aussi dans son âme, dans son esprit, dans ses sentiments, et qui pourtant en fait des caisses. Niveau humour, on est souvent au ras des pâquerettes et c'est relevé par d'autres personnages. C'est ça aussi qui fait la force de cette trilogie. On s'empêche pas de faire des blagues parfois graveleuses et c'est relevé par d'autres personnages pour dire que c'est vraiment de la merde. Alors oui, par contre, ce qui peut gêner, il y a pas mal de scènes épicées. Ça plaît ou ça plaît pas. Moi au début, j'étais pas forcément choquée, mais je me demandais ce que ça venait faire là-dedans. Et même si je suis pas 100% en accord avec la quantité de scènes épicées, clairement ça aurait pu être pire. Mais je pense que ça apporte quand même quelque chose. Moi là, quoi qu'il en soit, j'attends le tome 3 avec impatience parce que avec la fin qu'on a eue sur le tome 2, j'en peux déjà plus. Et pourtant je l'ai fini il y a même pas un mois. Je n'ai qu'une envie, c'est de replonger dans cet univers, de retrouver Gabriel de Léon, de retrouver d'autres personnages. Il y a d'ailleurs certains personnages secondaires que j'apprécie énormément et que j'ai hâte de retrouver parce qu'ils sont vraiment dans des postures pas simples. De toute façon, moi en général, j'ai un truc avec les personnages secondaires. Sinon, j'ai aussi lu La légende de Sleepy Hollow de Simon Rousseau, qui est un des contes interdits, c'est-à-dire que c'est une réécriture de contes, mais façon gore, sanglant, violent, parfois même crade, dégueulasse. Donc je m'attendais à de l'horreur façon monstre et même de l'horreur façon violence. J'ai été un petit peu déçue. J'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment cette ambiance pesante, angoissante des romans d'horreur, alors même qu'on était en train de nous raconter la légende de Sleepy Hollow, qui est donc un cavalier sans tête qui vient essayer de vous tuer quand vous traversez un pont. Je crois que c'est ça. Je connaissais pas du tout cette légende. J'avais déjà entendu le nom du Sleepy Hollow, mais vraiment je connaissais pas du tout, donc ça a été une découverte pour moi. Et j'avoue que ça m'a pas terrifiée, alors même que je suis une chochotte, donc vous voyez un petit peu le niveau. Ça m'a pas fait waouh, et pour tout vous dire, la seule chose dont je me souvienne, c'est du nombre incalculable de fois que j'ai relevé le mot nonobstant. Alors je l'ai pas compté parce qu'au moment où je me suis dit que ça revenait un peu trop souvent, ça faisait bien déjà 3 ou 4 fois que je le relevais dans le roman. Roman qui fait 240 pages, mais je pense pas me tromper en disant qu'on le relève au moins une dizaine de fois. Et une dizaine de fois pour le mot nonobstant, je pense que c'est déjà 10 de trop. Voilà, je suis désolée, mais c'est clairement la seule chose que j'ai à dire sur ce titre. Et un autre roman sur lequel je ne peux pas vous en dire grand chose parce que c'était il y a un moment, et comme quoi ça ne m'a pas marqué, j'ai donc lu Devenir Zéro de Anthony McCarten. Et si je me souviens bien, on suivait notre personnage principal qui participait à un espèce de jeu dans lequel elle devait rester cachée et ne pas être trouvée par les forces, genre des forces de police, des forces militaires, mais d'une société très très puissante. Et ce jeu-là, c'était un peu comme un test pour une nouvelle intelligence artificielle au niveau de nos caméras de surveillance. Ça soulevait donc tout ce thème de la surveillance de la société et de ses dérives. Et c'est une idée que j'appréciais beaucoup, mais je crois que c'était au niveau de la moitié ou des 2 tiers du roman, ça partait sur carrément autre chose. Je ne me souviens plus quoi, je suis incapable de vous le dire, mais je peux juste vous dire que à partir de ce moment-là, j'ai vachement perdu de mon intérêt pour ma lecture. Voilà, sur cette première moitié, 2 tiers, c'était hyper haletant. Il y avait du suspense, il y avait des espèces de scènes de cache-cache puisqu'on suivait les autres candidats de ce jeu test qui se faisaient retrouver par les forces de cette société ultra secrète et ultra puissante. Mais avec ce changement de direction que j'avais absolument pas anticipé, j'ai été larguée. Mais pas larguée dans le sens j'ai rien compris, juste larguée dans le sens j'ai plus aucun intérêt à lire. Ce qui a été aussi un petit peu le cas avec La maison aux pattes de poulet de Jenna Rose Nethercott, un livre que je voulais lire au début, que je voulais lire avant même qu'il sorte en français. Et puis j'ai vite perdu mon intérêt pour ce titre, qui a été de nouveau relancé une fois que je l'ai vu dans la sélection du prix Babelio. Donc je m'étais dit, je crois que c'est le destin, faut que je le lise. Je l'ai emprunté à la médiathèque, je l'ai lu, je crois qu'il faisait genre 500 ou 600 pages, donc il était quand même long. Et c'est un roman qui reprend des éléments du folklore russe, mais j'ai pas accroché. On y suit nos personnages principaux qui sont frères et sœurs et qui n'ont plus de contact entre eux depuis des années. Et il se trouve qu'un héritage les force à se retrouver puisqu'ils héritent de la maison aux pattes de poulet de leur grand-mère ou arrière-grand-mère, je ne sais plus bien. Et oui, c'est une maison un peu bizarre qui se déplace elle-même puisqu'elle est montée sur des pattes de poulet, mais genre géantes. Et puis c'est bizarre, mais ça choque pas les gens plus que ça. Pourtant
pourtant c'est bien un roman qui se place dans notre société contemporaine. Ça m'a fait bizarre déjà que ça soit pas trop relevé, comme si c'était normal finalement. Mais je vous avouerai que je n'ai pas accroché à l'histoire, je n'ai pas accroché aux personnages, ni aux événements, ni aux thèmes abordés, ni aux méchants. Un vrai flop pour moi. Je crois que le seul point positif, c'est que j'ai apprécié le personnage secondaire qu'on voit très légèrement, qui est le personnage de la statue. Je me souviens plus de son prénom. Et j'ai aimé en fait son côté innocent, son côté naïf. Et c'est le seul truc positif que je peux vous dire sur ce roman. Je l'ai pas détesté, mais j'étais juste vraiment pas engagée dans ma lecture. Et j'avais juste hâte d'arriver au bout et de pouvoir passer à autre chose. Par contre, pour Sweet Harmony de Claire North, qui est un roman court, que j'ai lu quand même donc assez rapidement. J'ai été hyper intriguée par l'histoire qu'on nous raconte, mais les thèmes qui sont abordés aussi. Pareil, je vais vous lire la 4e de couverture, ce sera beaucoup plus parlant. Londres, bientôt. Jeune et belle, Harmony Meads est promise à un avenir radieux. Sa carrière d'agente immobilière pour Youpi file vers les sommets et le couple qu'elle forme avec Yanis fait sensation dans les soirées les plus courues de la city. Pourtant, Harmony a un problème, là, sur le menton. Juste un petit bouton. Pas méchant, 3 fois rien, mais bien là. Or, ce bouton est une impossibilité. Ses nombreux abonnements à Full Life, son fournisseur de santé, assurent le parfait réglage de ses nanos et sa kyrielle d'extension. Derméclat, réveil en beauté, fraîche et guillerette, fini le dentiste, puissant maintien, prenez le contrôle. Garantissent à Harmony l'éclat d'une jeunesse insolente et une efficience maximum en toutes circonstances. Certes. Mais alors, ce bouton, ne pourrait-il pas s'avérer être un symptôme, car la meilleure version de soi-même a un prix. Un prix élevé à vrai dire. Pour Harmony Meads, il se pourrait que l'heure de s'en acquitter ait sonné. Et à l'intérieur ici, on nous dit que Sweet Harmony est une satire futuriste qui dissèque les dérives de la modernité au scalpel. Alors oui, clairement, et c'est vraiment ça que j'ai apprécié. J'ai aussi aimé le fait qu'on aborde le thème de l'endettement et du surendettement. Et je crois que c'est la première fois d'ailleurs que je vois ce thème abordé. Et c'était trop bien. On peut pas s'empêcher de suivre Harmony qui prend les mauvaises décisions, mais qu'on aurait très certainement pris nous aussi, et de voir sa lente descente aux enfers. Encore une fois, une lecture courte, puisqu'il fait moins de 160 pages, mais une lecture qui m'a marquée et que j'ai beaucoup appréciée. Clairement une lecture que je vous recommande. Moi j'aime bien quand on explore justement les dérives de quelque chose qui a un impact sur notre société. Et là, la course à la beauté, à la jeunesse et à l'efficacité, c'était hyper bien exploré. C'est un titre qui est édité par les éditions Le Bélial, et clairement, je pense que je vais m'intéresser à d'autres titres, d'autres auteurs, parce que il y a pas mal de potentiel. Et aussi, et enfin, j'ai lu Babel de R.F. Kuang, un roman historique avec une pointe de fantaisie puisqu'on suit notre personnage principal qui est Robin, qui est un jeune chinois sauvé par un mystérieux anglais d'une maladie qui le condamnait à mourir, et il l'expatrie en Angleterre pour suivre des études de linguistique, études qui, dans ce monde, révèlent aussi le pouvoir des mots et la magie des mots au travers justement de la linguistique. Un roman qui a fait un carton quand il est sorti dans sa version originale en anglais, et qui a aussi fait un carton quand il est sorti en français. Donc ça ne m'étonnait absolument pas de le retrouver dans la sélection. Et quand il a été annoncé que c'était lui qui avait gagné le prix Babelio pour 2024, j'étais pas étonnée non plus. Et j'étais même plutôt contente parce que ça me donnait une excuse de plus pour le lire avant la fin de l'année. Un roman que j'ai vraiment apprécié. C'était la première fois, ou la deuxième, je sais plus si j'ai lu Yellowface avant ou après, mais en tout cas ça restait mes débuts avec la découverte de cette autrice, et c'est clairement pas la dernière fois que je la lis. J'ai vraiment apprécié ce titre. J'ai adoré les thèmes abordés, notamment le colonialisme évidemment, les questions abordées. Comment trouver sa place dans une société qui ne veut pas de vous mais qui se sert de vous? Est-ce qu'on veut trouver notre place dans cette société-là d'ailleurs? J'ai aimé ces questionnements-là, j'ai aimé les personnages qu'on a suivis, les relations qu'ils avaient entre eux, les relations que parfois ils n'avaient pas entre eux aussi, et la tension qui s'installe de plus en plus au fil de l'évolution de ces relations-là, jusqu'au grand final avec les derniers chapitres. D'ailleurs, il y a une fin ouverte, je trouve, qui ne plaît pas forcément à tout le monde. Je peux pas dire qu'elle me déplaît, mais je peux pas dire qu'elle me plaît non plus. Je comprends pourquoi l'autrice est partie dans cette direction-là, et il va falloir s'en satisfaire. J'ai aussi bien aimé la façon dont l'autrice nous explique le pouvoir de ces mots au travers de la linguistique, sans forcément tout nous révéler de cette magie, parce que de toute façon, il n'y a pas besoin. Bref, un grand roman que, comme vous avez compris, j'ai beaucoup apprécié. Et maintenant que je regarde la sélection et donc les livres que j'ai lus, alors clairement, j'aurais pas donné mon vote ni pour La Maison aux pattes de poulet,
ni pour la légende de Sleepy Hollow, ni pour Devenir Zéro. Je pense pas que je l'aurais donné pour Sweet Harmony, même si clairement je vous le recommande, c'était une très très bonne lecture. Je pense que j'hésite entre L'Empire des damnés de J. Christophe et Babel. Mais en même temps, je me dis que peut-être que Babel a aussi gagné parce qu'il était ultra populaire et qu'il a gagné par popularité et pas forcément par le fait que c'était le meilleur livre de la sélection. Je ne sais pas, en tout cas, à mon sens, Babel mérite, mais je crois que L'Empire damné mérite plus. J'ai eu beaucoup plus de... Alors pas forcément d'émotion, mais j'étais beaucoup plus accrochée à ma lecture. En fait, j'étais juste complètement accro à l'Empire du Vampire. Donc je crois que j'aurais donné mon vote à J. Christophe, mais en même temps, je suis très satisfaite que ce soit Babel qui ait gagné. Il ne me reste plus qu'à vous parler de deux catégories. L'avant-dernière, c'est la catégorie roman d'amour, et c'est Fourth Wing qui a gagné. Fourth Wing de Rebecca Yarros. Il y avait aussi dans la sélection Un printemps pour te succomber, Red Falcon, Ce qui nous rend vivants, Rebel University, The Devil's Son, je vois que c'est le tome 3, Unhappy New Year, Love Charlie, Borderline et Reminders of Him. Et j'ai uniquement lu Fourth Wing et Un printemps pour te succomber. C'est le tome 3 de cette série Season, écrit par Morgane Moncomble, donc un tome pour chaque saison, qui suit à la fois une jeune femme, et en fait le point commun, c'est que chaque personnage féminin de chaque tome est ami avec les autres. Bref, elles sont toutes copines, mais elles vivent pas au même endroit et du coup elles vivent leurs aventures sans être forcément très proches géographiquement parlant. Et donc j'ai lu Un printemps pour te succomber qui suivait Nolia, qui est une fleuriste et qui vit à Amsterdam. Elle est française mais elle vit à Amsterdam. Et elle se retrouve à faire semblant de sortir puis faire semblant de se marier avec Camille, qui est incroyablement beau et incroyablement riche. Et si sur le coup c'est une lecture qui m'avait plu, mais sans plus, je vais juste passer un chouette moment, au plus j'y pense et au plus je me dis que en fait c'est une lecture qui est problématique pour moi. Tout simplement parce qu'elle romantise, elle glorifie un trope qui ne me plaît pas, c'est le mariage arrangé, et ici le mariage presque forcé, puisque on apprend au cours de notre lecture que Nolia avait été forcée par ses parents de faire un mariage arrangé avec une personne qui était choisie par ses parents et qu'elle ne connaissait pas. Et même si c'est quelque chose qui est refusé et qui est constamment remis en question par Nolia, ce n'est pas le cas d'un autre personnage qui a son importance quand même dans le roman. Et c'est ce qui fait que, pour moi, c'est une lecture qui pose problème, enfin du moins c'est un trope qui pose problème, parce que ce personnage-là a une importance dans l'histoire, et de ce que je m'en souviens, il ne fait pas passer le message que c'est une mauvaise chose. Aussi, le coup du destin, des personnages qui se croisent, qui se recroisent, qui se recroisent un nombre de fois quand même assez important, mais qui sont à chaque fois des coïncidences. Personnellement, j'y crois pas. Au bout d'un moment, ça fait trop forcé, trop tiré par les cheveux. Sinon, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire sur ce roman. Je peux pas dire que c'était une mauvaise lecture, mais je peux pas dire que c'en était une bonne non plus. Ceci dit, je suis contente de l'avoir lu parce que je pense que je me serais toujours posé la question de savoir si ça aurait pu me plaire ou pas. Par contre, pour ce qui est de Fourth Wing, déjà, qu'est-ce que ça fait dans la catégorie roman d'amour? Pour moi, Fourth Wing, qui est un premier tome de série qui va en compter 6 ou 7, c'est de la romantaisie. Donc j'aurais préféré le retrouver dans la catégorie imaginaire ou dans la catégorie jeune adulte. Je pense qu'il a beaucoup plus sa place dans ces catégories-là. Donc quand je l'ai vu dans roman d'amour, j'ai pas compris. Et alors autant vous dire que c'est une lecture que j'ai fait en audio et c'est la deuxième lecture que j'ai abandonnée dans ce challenge Babelio. Le livre audio faisait 21 h et j'ai écouté un tiers de ce roman. Donc j'ai écouté 7 heures de lecture et c'était les 7 heures les plus longues de ma vie. J'étais persuadée avant même de commencer à le lire que c'était une lecture qui ne me plairait pas. Mais j'aime bien aussi sortir de ma zone de confort et ça peut arriver que je me dise qu'une lecture ne va pas du tout me correspondre et d'être carrément surprise. La preuve en est avec L'Empire des Vampires de J. Christophe. Donc oui, j'ai des a priori, mais j'essaie aussi de faire en sorte de laisser une chance à de potentielles bonnes lectures, voire coups de cœur. Donc j'ai quand même commencé à écouter Fourth Wing. Et donc comme je vous disais, c'était les 7 heures les plus longues de ma vie. 7 heures où je n'ai fait que lever les yeux au ciel. Les personnages qu'on me décrivait, les situations qu'on me décrivait, les événements qu'on me décrivait. J'avais l'impression que pas grand chose n'avait de sens. Déjà, pourquoi est-ce qu'on envoie tous les jeunes les plus prometteurs dans une académie militaire pour
pour les former pour se battre parce qu'il y a une guerre avec un autre clan. On ne sait pas encore trop pourquoi, je crois que c'est plus exploré vers la fin du tome 1 ou sur le tome 2. Et ça, bon, ok, soit, ça me pose pas de problème. On m'explique plus tard, je peux comprendre. Mais pourquoi on envoie donc ces jeunes prometteurs à l'académie pour les former pour plus tard, et l'académie fait tout pour les tuer? Je comprends pas. Le but c'est quand même d'avoir une force militaire, et le plus intelligent ce serait quand même d'avoir une force militaire imposante au niveau du nombre en plus de la qualité. Quoi? On les tue. En plus, notre pauvre Violette, qui est notre personnage principal donc, elle est la fille d'une personne qui est très haut dans cette hiérarchie militaire. Je sais plus exactement si c'est genre la personne la plus haut ou l'une des personnes les plus hautes. Mais cette fille-là, elle a toujours voulu être dans l'académie des scribes. Et sa mère a décidé que non, elle irait dans l'académie militaire avec les dragonniers, tout ça. On nous dit dès le début que ça fait 6 mois qu'elle s'entraîne pour ça. Et on nous dit aussi juste après que personne n'est au courant qu'elle va dans cette académie, alors que ça fait 6 mois qu'elle s'entraîne. Donc, enfin, je sais pas, tout le monde sait qu'elle s'entraîne, mais personne sait qu'elle va dans cette section-là. J'avoue que j'ai pas trop compris non plus. Mais je crois que le truc qui m'a le plus trigger, c'est à un moment où on nous explique que y a la magie qui fait qu'on peut utiliser certaines aptitudes, certaines capacités, qu'une fois qu'on a débloqué un certain niveau de magie. Et que Violette, elle ne l'a pas encore débloqué. Et Violette, elle rêve de pouvoir utiliser la magie pour pouvoir utiliser des stylos plumes. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait que j'évite d'essayer de comprendre trop parce que je me creusais les méninges pour rien. Puis j'ai eu aussi un problème avec le langage des personnages. Il y avait beaucoup de langage grossier, vulgaire, pour aucun intérêt. Juste pour le plaisir d'être vulgaire finalement. Et ça, c'est aussi le genre de choses qui me pose souci. Alors vous voyez, dans l'Empire des Vampires, justement, c'est régulièrement vulgaire, graveleux. Mais ça ne m'a pas dérangé parce que c'est raccord avec l'univers. Là, entendre des jeunes déjà essayer de s'entretuer tout le temps sans raison apparente à part je veux être le plus fort, et entendre des merdes et des putains à tout bout de champ, non. Non, très peu pour moi. Et ça, je l'ai subi pendant 7 heures, un tiers du roman, et j'ai fini par l'abandonner. Je crois bien que j'avais même hésité à aller plus loin ou à m'arrêter là, et puis je me suis dit que j'étais déjà trop en souffrance et que ça servait à rien de continuer. En plus, il se trouve que j'avais regardé il y a plusieurs mois avant ça encore quelques vidéos de youtubeuses qui lisaient justement Fourth Wing dans un vlog et qui en parlaient en long, en large et en travers, et du coup je savais ce qui se passait à la fin du roman, je savais le plot twist qui fait que on est accroché et qu'on veut la suite. Mais du coup moi j'avais plus d'intérêt à continuer à lire ces 2 autres tiers du roman puisque je savais ce qui se passait à la fin et je m'en foutais déjà. Donc non, clairement aucun regret d'avoir mis un terme à cette torture qui a été l'écoute audio de Fourth Wing. Et je pense très sincèrement que si je l'avais lu en version papier, je l'aurais arrêté avant. Bref, cette catégorie roman d'amour, cette année, ça a été un peu un flop pour moi. Mais je pense que s'il y avait eu l'effet boule de neige de Clara Hero, j'aurais voté pour lui, parce que vraiment, j'ai passé un super bon moment. Je comprends pas pourquoi il est pas dedans. Enfin si, je comprends, parce que du coup il était dans Jeune Adulte. Mais Fourth Wing, dans les romans d'amour, non. Vraiment, ça aurait été imaginaire ou Jeune Adulte, mais je sais pas ce qu'il fait ici. Et je suis pas sûre que j'aurais donné ma voix pour Un printemps pour te succomber. Très certainement que je l'aurais donné il y a plusieurs mois quand je l'ai lu, mais maintenant, je pense pas que je lui donnerai ma voix. Et du coup, je pense que je n'aurais pas voté dans cette catégorie parce que les autres titres, je ne les ai pas lus et je n'ai pas envie de les lire. Et enfin, la dernière catégorie, c'est la catégorie non-fiction et c'est Thomas Pesquet qui a gagné avec Ma vie sans gravité, un roman autobiographique. Il y avait aussi Britney Spears, La femme en moi, Vallée du silicium, Le labyrinthe des égarés, Tragédie française, Dans l'oreille du cyclone, Le code, L'Odyssée des femmes, L'Odyssée du sacré et Le convoi. Et en plus du roman de Thomas Pesquet, j'avais uniquement lu celui de Britney Spears, qui est en fait, si on regarde, si on fait une petite rétrospection, c'est le seul titre que j'avais lu de ces 100 livres sélectionnés dans la sélection du prix Babelio 2024. Et ça fait bizarre de me dire que avant qu'on dévoile la sélection, j'avais lu que 1%, et c'était Britney Spears. Et j'avais d'ailleurs choisi de ne pas voter dans cette catégorie non-fiction, bien que j'avais déjà lu La femme en moi. Mais j'avais estimé que je le trouvais pas assez bon pour lui donner un vote et lui donner du coup une petite chance de gagner. Et les autres titres, j'avoue qu'ils ne m'intéressent pas tellement, à part peut-être L'Odyssée des femmes, qui propose une relecture féministe des mythes
Donc là oui, si j'avais pu le trouver facilement, je pense que je l'aurais lu, mais je ressens pas le manque du fait que je ne l'ai pas lu. Mais bon, du coup j'ai quand même lu Ma vie sans gravité de Thomas Pesquet et c'était très intéressant. Ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'était toute sa partie avant d'arriver à l'ISS finalement. Toute cette préparation, toute son enfance, son adolescence, ses études, tout ce qui l'a amené à devenir astronaute, c'était hyper intéressant parce qu'on voit, il nous le dit dès le début, qu'il a jamais travaillé pour ça lui. Il s'est jamais dit je veux devenir astronaute et je vais tout faire pour le devenir. Et c'était hyper intéressant de voir son cheminement et tous les événements qu'il y a eu dans sa vie qui ont fait qu'il a été amené jusqu'à l'ISS. Par contre, j'ai quand même 2 bémols à relever et c'est quand même assez paradoxal. D'un côté, je trouve que le titre était trop long puisque c'était quand même 544 pages et je trouve que ça fait beaucoup pour un roman autobiographique. Et en même temps, comme je vous le disais, paradoxalement, sur la fin du roman, j'ai trouvé qu'on allait trop vite. J'aurais aimé passer plus de temps avec Thomas Pesquet sur sa 2e opération dans l'ISS et puis on a survolé ça a été très rapide et du coup j'étais un petit peu déçue. Donc à la fois trop long et en même temps pas assez. C'est assez contradictoire. Et si je devais voter maintenant entre Britney Spears et Thomas Pesquet, je pense que j'aurais donné ma voix à Thomas Pesquet. Et du coup là, en vous parlant du roman de Britney Spears, je me rends compte que je l'ai pas inclus dans mes statistiques que je vous ai présentées en début de vidéo. D'ailleurs, on est arrivé à la fin de cette longue review de tous ces titres que j'ai lus pendant mon challenge Babelio 2024. Et encore une fois, un challenge en dents de scie, de très très bonnes lectures, des déceptions, des abandons aussi, mais en même temps je suis contente de les avoir abandonnés parce que je sais très bien que si j'avais été jusqu'au bout de ces lectures, j'en aurais souffert, je me serais plongée dans des pannes de lecture et j'aurais été énervée contre moi d'être allée jusqu'à la fin. Donc je suis plutôt contente de les avoir abandonnés. Mais il y a quand même 2 points sur lesquels je voudrais revenir, un point qui me concerne et un point qui concerne plus Babelio. D'ailleurs je vais commencer par ça. Je trouve que on n'a pas assez de catégories différentes pour pouvoir classer ces titres selon leur genre. Par exemple, comme je vous le disais à l'instant, Fourth Wing, roman d'amour. Bon, à la limite, en extrapolant, en tirant par les cheveux, je peux comprendre qu'il soit dans la catégorie roman d'amour. Mais personnellement, je trouve qu'il a quand même pas sa place ici. Et c'est un peu pareil pour d'autres titres. Je pense à Psyché et Eros qui auraient mieux convenu pour la catégorie jeune adulte que la catégorie littérature étrangère. J'aurais aussi aimé plus de diversité puisque, encore une fois, je vais prendre l'exemple de roman d'amour. Mais je trouve qu'il y a presque toujours le même genre de roman d'amour justement, le même genre de romance, des romances contemporaines qui, j'ai l'impression, contiennent quand même pas mal de scènes scènes épicées et personnellement c'est pas mon truc. J'aurais aimé que ce soit un peu plus varié et qu'on retrouve des romans d'amour façon tragédie, façon drame. Et globalement d'ailleurs pour ces catégories, pour cette année du moins, il y a beaucoup de catégories où j'étais vraiment pas intéressée par les titres proposés. Et les autres, j'étais intéressée par tous les titres ou presque. Pour la non-fiction par exemple, il y avait vraiment beaucoup de sujets qui ne m'intéressaient pas et je pense qu'avec toute la diversité de la non-fiction qui existe, ça aurait été peut-être plus intéressant d'avoir d'autres titres. Mais bon là c'est peut-être que mon appréciation personnelle. Et le deuxième problème que j'aimerais soulever, c'est un problème qui me concerne. Je m'étais fait le constat l'année dernière que j'avais déjà pris trop de temps pour me challenger avec ces lectures Babelio et j'avais lu beaucoup moins de titres que cette année en 2024. Et donc je m'étais dit en préparant ce challenge que j'allais faire attention, que j'allais pas abuser, que j'allais être raisonnable. Résultat des courses, j'ai mis plus de 6 mois pour lire tous les titres et encore une fois, comme je vous le disais, j'ai réduit ma pile à lire pour ce challenge et j'en ai lu moins que ce que j'aurais voulu. Donc l'année prochaine, il faut vraiment que je me tienne à me dire que je lis les lauréats et peut-être 1 ou 2 titres en plus de chaque catégorie qui m'intéressent vraiment. Mais il faut que j'arrive à me limiter et à ne pas lire autant de choses, d'autant plus qu'il y en a vraiment plusieurs qui finalement n'ont pas été si intéressants que ça. Dans tous les cas, j'ai quand même plusieurs semaines, plusieurs mois avant de faire un travail sur moi-même et de me relancer ce challenge pour l'année 2025 parce que oui, j'y compte bien quand même. Et comme cette longue vidéo est enfin arrivée à sa fin, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi aussi si vous souhaitez me suivre pour l'année prochaine pour le challenge Babelio 2025. Est-ce qu'on tente de se le faire ensemble? Dans tous les cas, je réagirai déjà à la sélection pour le prix 2025 comme j'ai fait l'année dernière. Ça a été d'ailleurs une de mes vidéo préférée à tourner sur l'année 2024, donc je compte bien retenter l'expérience l'année prochaine. Si vous ne souhaitez pas me laisser un commentaire trop long, vous pouvez toujours me laisser l'emoji trophée ou médaille pour rappeler ces prix Babelio. Quant à nous, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo de l'Avent du Métronome. Je vous dis bye bye.